Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Donc j'espère que vous allez bien, vous et vos familles respectives. Donc à partir de cette séance, nous allons entamer une série de conférences à distance qui concerne principalement le contenu du module 7 du semestre 2 de la filière économie-gestion. Le module intitulé Langue et terminologie économique 2. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire le rappel de 3 éléments principaux. Un premier rappel sur la thématique choisie pour notre module. Un deuxième rappel sur le programme du semestre 2 actuel, la session du printemps, et un rappel du contenu du chapitre 2 de notre programme, qui nous intéresse puisque nous avons déjà terminé le chapitre 1 lors des séances en amphithéâtre. إذا للتذكير انطلاقا من هذه الحصة سنقوم بتقديم مضامين الوحدة السابعة من السداسي الثاني من مسلك الاقتصاد والتدبير والوحدة المسمات اللغات والمصطلحات الاقتصادية جوج. قبل الدخول في مضامين المقرر سأقوم بالتذكير أولا بالموضوع العام المختار للوحدة، ثم تذكير ببرنامج السداسي الثاني الحالي، ثم في الأخير تذكير بمضامين الفصل الثاني من هذا المقرر. Donc en ce qui concerne la thématique choisie, c'est la continuité du thème global que nous avons commencé au début de l'année, c'est-à-dire la thématique du sous-développement. Donc le thème du sous-développement, qui est le fil conducteur de notre cours ou de notre module. Et nous avons présenté les définitions de le semestre 1, nous avons présenté les critères de classification selon 2 institutions, la Banque mondiale et les Nations unies, puis nous avons présenté un chapitre 2 dans le semestre 1 qui est sur les causes théoriques du sous-développement. Donc, dans le semestre 2, il sera question de la continuité de ce thème général du sous-développement, d'abord sur 2 modules, c'est-à-dire que le semestre 2, il va avoir 2 modules, ou il contient 2 modules. Un premier dans lequel on a fait la suite des causes théoriques du sous-développement, et un chapitre 2 dans lequel nous avons commencé à présenter les causes profondes ou les causes réelles du sous-développement, à savoir l'impérialisme. إذا فقط للتذكير بالنسبة للموضوع العام هو موضوع التخلف الذي سبق أن بدأنا منذ بداية السنة، ثم قمنا بدراسة في السدس الأول ما له علاقة بالمصطلحات والتعاريف والمفاهيم المرتبطة بالتخلف والتنمية، ثم الفصل الثاني في السداسي الأول بدأنا ما له علاقة بالأسباب النظرية للتخلف، قمنا بدراسة عنصرين أساسيين، الضغط الديموغرافي وغياب الرساميل. وفي السداسي الثاني بدأنا أو قدمنا الفصل الأول اللي فيه تتمة الأسباب النظرية للتخلف، وتمت دراسة ما له علاقة بالازدواجية الاقتصادية، ما له علاقة بالعوامل الطبيعية، وما له علاقة بالعوامل الذاتية. إذن في آخر حصة في نهاية النصف الأول من شهر مارس بدأنا مضمون الفصل الثاني لو شابيتر 2 الذي يتضمن الأسباب الحقيقية للتخلف أي الإمبريالية. كما تلاحظون مضمون هذا الفصل الثاني
هو الأسباب الحقيقية للتخلف الإمبريالية. Donc je tiens à le rappeler, nous avons terminé ou nous avons même commencé l'introduction de ce chapitre lors de la dernière séance, donc à l'amphithéâtre, durant la fin de la première moitié du mois de mars, et il concernait donc les causes réelles donc, du sous-développement, à savoir l'impérialisme. Donc qu'est-ce qu'on a comme contenu qui nous reste à présenter dans ce chapitre 2? Donc le chapitre 2, donc, il a un contenu très important, très détaillé. Vous pouvez le constater, on a les causes historiques, il est composé de 4 axes principaux. Le premier, c'est les causes historiques de l'impérialisme. L'axe 2, c'est l'expansion coloniale comme un préalable à l'impérialisme. L'axe 3, c'est un essai de définition de l'impérialisme. L'axe 4, sur les conséquences économiques de l'impérialisme, c'est-à-dire les dépendances que vous connaissez et dont on a déjà parlé à maintes reprises. Donc pour le contenu de l'axe 1, il y a 4 causes historiques de l'impérialisme, selon les auteurs qui travaillent sur ces questions donc, de développement et de l'économie de développement. D'abord, la baisse des taux de profit, je ne veux pas entrer dans le détail parce que ça va être fait dans quelques instants, la concentration et la centralisation des capitaux ou du capital, les crises de surproduction, puis le protectionnisme qui a été aussi un des facteurs principaux donc, de cette cause donc, de l'impérialisme. Le contenu de l'axe principal de l'expansion coloniale, il concerne un certain éléments qui sont en relation avec principalement la colonisation et dont on va présenter le contenu un peu plus tard. L'axe 3, c'est essai de définition de l'impérialisme. Et dans cet essai de définition, il sera question d'abord de présenter les définitions ou certaines définitions données par des auteurs qui font partie de l'idéologie capitaliste libérale. Je pense principalement à Rosa Luxembourg, puis d'une définition ou des définitions des auteurs qui font partie de l'idéologie socialiste communiste. Donc, ce sont 2 idéologies qui sont opposées. Donc, on va voir les définitions des uns et des autres. Les conséquences économiques de l'impérialisme, c'est ce que nous avons déjà présenté lorsque nous avons présenté ces axes du programme. C'est tout ce qui concerne les dépendances, qu'elles soient commerciales, alimentaires, technologiques et financières. Les dépendances de qui? Les dépendances donc, des pays en voie de développement vis-à-vis des pays capitalistes. إذا للتذكير كما جرت العادة فمضامين الوحدة منذ بداية السنة تقدم باللغة العربية والفرنسية. إذا فمضمون هذا الفصل الثاني يتكون من 4 محاور رئيسية. الأول الأسباب التاريخية للإمبريالية ويتضمن 4 عناصر رئيسية: انخفاض معدلات الربح، تركز وتمركز رأس المال أو الرأسمال، أزمات فائض الإنتاج والحمائية. كيف ساهم كل عنصر كل سبب من هذه الأسباب في ميلاد وظهور الإمبريالية كسياسة التي همت منتصف النصف الثاني أو نهاية النصف الثاني من القرن ال19 وبداية القرن ال20. المحور الرئيسي الثاني له علاقة بالتوسع الاستعماري كبداية للإمبريالية. ثم المحور الرئيسي الثالث محاولة تعريف الإمبريالية. كما سبق أن قلت منذ قليل سيتم إعطاء تعاريف لباحثين ينتمون إلى الإيديولوجيا الاشتراكية اللينينية أو الاشتراكية الشيوعية، وتعاريف أخرى لباحثين ينتمون إلى الإيديولوجيا الرأسمالية الليبرالية. كما نعرف فهما إيديولوجيتين متناقضتين. ثم ننهي الفصل الثاني والمقرر من طبيعة الحال بإعطاء بعض النتائج الاقتصادية للإمبريالية، وهنا نتحدث من طبيعة الحال عن التبعيات
سواء كانت تجارية أو غذائية أو تكنولوجية أو مالية، أي تبعية من؟ تبعية الدول المتخلفة للدول المتقدمة. إذن كمقدمة لهذا الفصل الثاني سبق أن قدمناها في آخر حصة بالمدرج. Donc nous allons présenter le contenu de l'introduction de ce chapitre. Donc toutes les théories que nous avons vues et que nous avons présentées, que ce soit dans le contenu du module 7 du semestre 1 ou dans le chapitre 1 précédent, c'est-à-dire le chapitre 1 de ce deuxième semestre, ils étaient incapables de donner une explication acceptable au sous-développement. لماذا؟ لأن هذه النظريات لماذا أصلا سميت بالأسباب النظرية للتخلف؟ لأنها أسباب بنيت عليها نظريات من طرف مجموعة من الباحثين، وبالتالي كل هذه النظريات لم تعطينا تفسير مقنع لظاهرة التخلف. لماذا؟ لأنها تهتم بعامل واحد منفصل عن العوامل الأخرى. رأينا الضغط الديموغرافي كسبب نظري، رأينا غياب الرساميل كعامل نظري، رأينا الازدواجية الاقتصادية كعامل نظري، رأينا العوامل الطبيعية كسبب نظري، رأينا كذلك الأسباب الذاتية كعامل نظري. Et donc, alors que toute théorie, puisqu'on parle des théories là, les théories ou les causes théoriques de ce développement, normalement, toute théorie doit être capable de répondre aux questions suivantes. C'est-à-dire, quels sont les facteurs qui ont contribué au déclenchement du phénomène? ما هي العوامل المسؤولة عن ميلاد ظاهرة التخلف؟ Puis, pourquoi ce phénomène complexe continue d'exister? لماذا هذه الظاهرة المعقدة ما زالت مستمرة إلى الآن؟ Donc c'est à l'ensemble de ces questions que nous tenterons de répondre lors du contenu ou lors de la présentation du contenu de ce chapitre. Donc selon plusieurs auteurs, le phénomène du sous-développement doit être étudié dans son contexte historique. إذا السياق التاريخي فاش تولد المصطلح أو الظاهرة الظاهرة تاع التخلف doit être étudié dans son contexte historique d'abord, puis étudier les facteurs qui ont contribué à sa naissance et à sa continuité. Comment il est né et pourquoi il a continué d'exister. Cette explication est axée sur la nature des relations économiques internationales qui ont dominé durant le 19e siècle entre les pays dits aujourd'hui développés, qui ont connu la révolution industrielle du 18e et du 19e siècle, et les pays dits sous-développés aujourd'hui, qui n'étaient pas à l'époque sous-développés. D'ailleurs, on les appelait les pays précapitalistes, puisque les pays sous-développés, le concept, l'expression des pays sous-développés n'a vu le jour réellement qu'à partir de la moitié du siècle, du XXe siècle, c'est-à-dire du siècle précédent. Donc, c'est pour ces raisons que nous allons présenter dans ce chapitre l'impérialisme comme cause réelle du sous-développement. On va parler de l'impérialisme comme cause réelle. Comment l'impérialisme, comment l'expansion coloniale, comment le comportement des pays capitalistes a joué un rôle important dans la naissance du sous-développement, comment l'impérialisme a cassé les structures économiques des pays dits aujourd'hui en voie de développement. Donc, comme je viens de l'exposer en détail dans le programme du chapitre, nous allons d'abord présenter les facteurs historiques de l'impérialisme, puis la colonisation comme
un préalable à l'impérialisme avant de terminer les chapitres sur les conséquences de l'impérialisme, à savoir les dépendances. إذا مجموعة إذا نفس العناصر باللغة العربية كما جرت العادة حسب العديد من الباحثين ظاهرة التخلف يجب أن تدرس في سياقها التاريخي أولا، لأن انطلاقا من السياق التاريخي المرحلة التاريخية فاش ظهرت هي التي ستمكننا من معرفة أسباب ميلاد هذه الظاهرة المعقدة. إذن يجب أن تدرس في سياقها التاريخي. عندما نتحدث عن السياق التاريخي للميلاد نتحدث غالبا على نهاية القرن الثامن عشر، إذن 1800 النصف الثاني من القرن التاسع عشر 1850. إذن ابتداء من هذه المرحلة ظهرت مجموعة من السلوكات همت سلوكات الدول المتقدمة، الدول الرأسمالية الحاملة للرساميل بالدرجة الأولى في نهاية القرن التاسع عشر. دونك لماذا نؤكد على القرن التاسع عشر؟ لأنه تيجي مباشرة بعد القرن الثامن عشر اللي عرف في النهاية ديالو أو في النصف الثاني ديالو 1750 حتى 1800 ميلاد ما سيسمى بالثورة الصناعية. سنعطي بعض العناصر حول هذه الثورة الصناعية بعد قليل. إذن العلاقة التي كانت تربط الدول المتقدمة آنذاك مع الدول المتخلفة أو التي ستسمى دول متخلفة هي التي ستؤدي إلى تغيير مجموعة من الأشياء بما فيها كسر البنيات التحتية التي كانت في الدول التي ستسمى متخلفة والتي كانت تسمى ما قبل الرأسمالية، وبالتالي سيولد وضع جديد سيسمى فيما بعد بالتخلف. إذا لهذه الأسباب سندرس هذا الفصل كسبب الإمبريالية كسبب حقيقي وليس كسبب نظري للتخلف. إذا سنقدم العوامل التاريخية للإمبريالية، ثم سنؤكد فيما بعد على الاستعمار كبداية للإمبريالية، ثم سننهي الفصل بتقديم مضامين النتائج الاقتصادية للإمبريالية، أي ما له علاقة بالتبعيات كما قلنا قبل قليل. Donc, pour les fondateurs du communisme, notamment Lénine et Karl Marx, la baisse du profit économique et du bénéfice, ainsi que la concentration du capitaux, ont donné naissance à l'impérialisme qui a détruit les structures économiques des pays en retard, les pays en retard qui seront appelés après les pays sous-développés, et toute la liste des concepts et des expressions que nous avons déjà vues dans le semestre 1. Les pays arriérés, les pays en retard, les pays en voie de développement, les pays prolétaires, les pays du Sud, toute la liste que nous avons déjà vue. Donc il a détruit les structures économiques des pays en retard et qui a donné le sous-développement. Donc j'insiste, je parle des fondateurs du communisme et du socialisme, donc je rappelle ce que j'ai dit il y a quelques instants, cette idéologie socialiste communiste qui est opposée complètement à l'idéologie capitaliste et libérale. Donc c'est normal à ce que ces auteurs qui font partie de cette idéologie ont une vision, une analyse qui est opposée à la vision et à l'analyse donc des auteurs des pays, pardon, des auteurs qui font partie de l'idéologie capitaliste libérale. Donc l'impérialisme selon eux, c'est-à-dire selon ces auteurs qui font partie de l'idéologie communiste et socialiste. Donc l'impérialisme selon eux est l'exportation du capital. C'est-à-dire il a eu comme conséquence les dépendances
que nous avons présentés auparavant. إذا بالنسبة للمؤسسي ومنظري الإيديولوجيا الشيوعية خاصة لينين وكارل ماركس، العوامل الرئيسية للإمبريالية هي انخفاض معدلات الربح الاقتصادي وتمركز الرساميل. ماذا نعني بانخفاض معدلات الربح؟ أي أن حاملي الرساميل، المؤسسات الرأسمالية، الشركات، لي باترون، ما بقاش عندهم هذاك الهامش الربح اللي كان عندهم في نهاية القرن 18 وفي النصف الأول من القرن 19 لعدة اعتبارات سنقدمها بعد قليل. إذا انخفاض معدلات الربح، كذلك تركز الرساميل اللي غادي نشوفوه حتى هو كسبب رئيسي في مناطق معينة وبين أيدي مجموعة معينة من حاملي هذه الرساميل. إذا هذان العاملان كان لهما الفضل حسب هؤلاء، يعني حسب المنظرين تاع الإيديولوجيا الشيوعية، في ميلاد الإمبريالية والتي مرت من طبيعة الحال عبر السياسة الاستعمارية. إذا هذه الأخيرة الإمبريالية ساهمت بشكل كبير في تدمير البنيات الاقتصادية التي كانت تعاني من التأخر الاقتصادي. تدمير البنيات الاقتصادية لمن؟ لدول العالم أو ما سيسمى بالعالم الثالث. ستساهم بشكل كبير في تدمير البنيات الاقتصادية، لا ديستركسيون دي ستركتور ايكونوميك التي كانت تعاني من التأخر الاقتصادي وأدت في نهاية المطاف إلى التخلف. لماذا؟ لأن عندما دخلت الآلة الرأسمالية إلى هذه البلدان في أمريكا اللاتينية، في آسيا، في أفريقيا، إلى مستعمراتها، أصبح هناك خلل عن طريق في البنيات الاقتصادية أو في الآلات الإنتاجية وفي الأنماط الاقتصادية، عندما تواجدت داخل هذه الدول نمطين، تواجد داخلها نمطين للإنتاج: نمط رأسمالي آت من الخارج جد متقدم، ونمط تقليدي يتواجد الموجود أصلا على مستوى هذه البلدان. إذن هذا التعايش بين هذين النمطين كما سبق أن قدمنا عندما قدمنا الازدواجية الاقتصادية هو الذي يؤدي أو أدى في نهاية المطاف إلى ميلاد وضعية سميت بوضعية التخلف. إذن الإمبريالية حسب منظر الفكر الشيوعي هي تصدير للرساميل. قلنا كانت هناك تركز وتمركز للرساميل في هذه البلدان الرأسمالية، وفي مرحلة معينة يجب على هذه الرساميل أن تعمل. لي كابيتو نو دوا با دورمير، دونك الرأسمال ما خصوش ينعس في الأبناك وفي مناطق معينة، il faut qu'il participe au processus de production. دونك هذا الرساميل سيتم تصديرها لكي تعمل في المستعمرات وفي المناطق التي توجهت إليها الدول الرأسمالية لإيجاد حلول للمشاكل التي كانت تعيشها أوروبا الغربية بالدرجة الأولى التي عرفت الثورة الصناعية، وكذلك أمريكا الشمالية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية. إذن وبالتالي عبر تصدير هذه الرساميل ستنتج عن ذلك فيما بعد مختلف أنواع التبعيات التكنولوجية الغذائية التجارية والمالية. Donc nous avons dit tout à l'heure les causes historiques de l'impérialisme. Donc le premier facteur ou la première cause historique de cet impérialisme, donc c'est bien sûr la baisse donc du taux, la baisse donc des taux de profit. نقص معدلات الربح التي كانت تتوفر عليها أو التي تحصل عليها هذه الدول المتقدمة عبر بطبيعة الحال حاملي الرساميل les porteurs du capitaux, c'est-à-dire les investisseurs. Qu'est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce qui va se passer durant cette période de la deuxième moitié du 19e siècle؟ هذا النصف الثاني كاين عندنا وضعية
قبل 1850 وأصبحت عندنا وضعية مغايرة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. Donc les rapports de force étaient depuis la révolution industrielle. Quand on dit depuis la révolution industrielle, je l'ai dit tout à l'heure, depuis le 18e siècle, 1750 فما فوق. Donc, depuis la révolution industrielle jusqu'à la fin de la première moitié du 19e siècle. La fin de la première moitié du 19e siècle. On a dit le 19e, c'est 1800-1900. Il y a une situation depuis la révolution industrielle jusqu'à 1850. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période? Donc, durant cette période, il y a où la force était en faveur, donc, des capitalistes, d'entre les mains des capitalistes. Qu'est-ce qu'on veut dire que la force était entre les mains des capitalistes? On veut dire par ça une exploitation abusive des ouvriers. استغلال فظيع للطبقة العاملة أو للمأجورين. Je le rappelle, depuis la révolution industrielle jusqu'à la moitié du 19e siècle. Donc je veux présenter une diapo et je reviens là. Qu'est-ce qu'on veut dire par la révolution industrielle? Parce que c'est un terme que nous allons répéter tout au long de ce chapitre. Donc j'ai un tableau qui nous montre quelques éléments clés de cette révolution industrielle. Sur 3 éléments clés, quelques dates à retenir, les causes de la révolution industrielle et les résultats. Je ne veux pas entrer dans une polémique relative à l'utilisation du concept révolution industrielle que vous pouvez très bien trouver sur le net entre les différents auteurs. Donc la date clé. Donc, on a la fin donc, du 18e, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la fin du 18e, c'est 1780 jusqu'à 1800. C'est la fin du 18e. Donc, c'est le Royaume-Uni, Britannia, المملكة المتحدة, Inglaterra. C'est elle qui a connu la première la révolution industrielle. هي الأولى التي عرفت ميلاد الثورة الصناعية. هنا لابد من التذكير بما قام به جيمس وات مخترع الآلة البخارية وما سيكون لهذا الاختراع من انعكاسات إيجابية فيما بعد. دونك الثورة الصناعية الميلاد في المملكة المتحدة. Le début du 19e siècle, 1810, 15, 20, كذا, le début. Donc, cette révolution industrielle passe en Belgique, en France et en Suisse. Le milieu du 19e, la révolution industrielle arrive en Allemagne, en Suède, au Japon et aux États-Unis. La fin du 19e, quand on dit la fin du 19e, 1880, l'Espagne, l'Italie, l'Autriche, la Hongrie et la Russie. Donc rien que là, on a une idée sur l'avantage et l'avance qu'a eu la Grande-Bretagne en ce qui concerne la révolution industrielle, donc l'existence d'un puissant secteur économique industriel. Et ça va se passer après dans les autres pays selon cet ordre chronologique. Quelles sont les causes de cette révolution? Donc c'est un contexte socio-économique, monétaire, financier, technologique, idéologique et juridique qui a été favorable au déclenchement de cette révolution industrielle. Je ne veux pas entrer dans les détails, ce n'est pas notre objectif dans ce cours, mais c'est juste pour vous donner quelques idées sur la révolution industrielle parce que c'est elle qui va être répétée à maintes reprises
dans les cours à venir. Qu'est-ce qu'il a eu comme résultat? شنو هما النتائج ديال هذه الثورة الصناعية؟ D'abord, un passage de ce que les économistes appellent du domestic systems au factory systems. Une augmentation de la croissance et de la productivité. Je le rappelle encore une fois, la productivité qui est l'intاجية واللي هي مخالفة la production اللي هو الإنتاج. Mécanisation, c'est-à-dire on fait appel à la machine de plus en plus au lieu de la force humaine. L'exode rural, parce que les gens se déplacent des campagnes vers les villes qui connaissent les unités industrielles. Et urbanisation massive, donc à cause de cette concentration des humains dans les centres urbains. Le développement des transports et des télécommunications, l'émergence d'une classe bourgeoise et d'une classe ouvrière, naissance du syndicalisme, du socialisme, mais aussi le début de la pollution suite à cette expansion, à cette explosion donc, du secteur industriel. Donc je reviens, une fois que j'ai donné ces idées sur la révolution industrielle, je reviens à la diapo de tout à l'heure. Donc c'est durant cette période, les capitalistes, c'est eux qui exploitent les forces ouvrières. Je le répète, la fin du 18e jusqu'à la moitié du 19e. Mais grâce au développement industriel lié à la révolution industrielle, donc la révolution est en cours, est en marche, en pleine expansion, donc le nombre d'ouvriers continuait de constituer un pourcentage très important de la population active. إذا الأعداد تاع السكان النشطين أصبحت مرتفعة ولا السكان النشطين الذين يعملون. Je rappelle qu'on a déjà parlé de ça. La population active, ساكنة نشطة, et la population active occupée, ساكنة نسبة السكان النشطين الذين يعملون. Donc, ce développement industriel va nous donner une classe ouvrière qui est consciente de son poids et du rapport de force qui était de son côté. La force était entre les mains des capitalistes. Après 1850, c'est le contraire. La force est entre les mains de la population ouvrière. هي حسب موازين القوى هي اللي ولا عندها لي فيسيل اللي عندها لو بو. Donc il réclama cette population ouvrière, cette classe ouvrière, il réclama au gouvernement européen d'adopter des politiques sociales en sa faveur et réussissait à déclencher pour la première fois des droits importants. Quels sont ces droits? C'est tout ce qui est, c'est tout ce que dont bénéficie aujourd'hui la population ouvrière ou la classe ouvrière. C'est-à-dire quoi? Le droit d'organisation en syndicat, le droit de faire de la grève pour défendre leurs intérêts. Ce sont des éléments qui sont très importants. Donc, للتذكير بالعناصر التي أشرت إليها قبل قليل، منذ اندلاع الثورة الصناعية إلى غاية منتصف القرن 19 كانت موازين القوى في صالح الطبقة الرأسمالية التي كانت تحقق أرباح مهمة نتيجة للاستغلال الفظيع للطبقة المأجورة. وذكر بأن ما كاينش هناك عطلة نهاية الأسبوع، ما كاينش هناك العطلة السنوية، ما كاينش هناك حقوق العمال، والعمال تخدموا لفترات طويلة تتجاوز 14-16 ساعة في اليوم وما إلى ذلك. إذا كل هذه العناصر سميت بالاستغلال الفظيع للطبقة العاملة. لكن نتيجة التطور الصناعي المضطرد أصبحت الطبقة العاملة في النصف الثاني من القرن ال19 الأكثر من مجموع السكان النشطين. نسبة تكون النسبة الأكثر من السكان النشطين للعديد من الدول الصناعية آنذاك. فأصبح ميزان القوى لصالحها. ما بقاوش حاملي الرساميل، ما بقاوش لي باترون هما اللي عندهم
لا ما ولا هناك تغيير في موازين القوى ولاو العمال كثار ولا الطبقه المأجوره كثيره ولاو الاجراء كثار. لماذا الاجراء كثار؟ لان الثوره الصناعيه في ارتفاع وبالتالي الانشطه كثيره وبالتالي الناس اللي خدامين كثار، فكانت اليد العامله هي التي اصبحت بين ايديها كل السلوكات تاع الضغط الممكن على حاملي الرسائل. اذا خلال العشريه الاخيره، العشريه الاخيره من ماذا؟ العشريه الاخيره في القرن 19 يعني 1890. العشريه الاخيره 1890 حتى 1900 اصبحت الطبقه المأجوره اي الطبقه العامله اي الطبقه المكونه من الناس اللي خدامين واعيه بقوتها، واصبحت تطالب الحكومات الاوروبيه بضروره اتباع سياسات اجتماعيه لصالحها. الشيء الذي تأتى لها حيث انتزعت لأول مرة مجموعة من الحقوق أهمها حق تكوين النقابات. لأول مرة في تاريخ تاع الطبقة العاملة تيكون عندها الحق في تكوين مؤسسات وتأسيس مؤسسات نقابية. الحق في الإضراب للدفاع عن مصالحها التي قلنا كانت مهضومة خلال المرحلة السابقة ل 1850. Deux tableaux qui nous montrent ce que nous venons d'exposer. Un premier qui nous montre la part des salariés dans la population active en 1880. شحال كيمثلوا العمال المأجورين بين السكان الناشطين في 1890. Je le répète, on a la population active, c'est-à-dire la population qui est en âge de travail. On peut dire 18 ans, 60 ans, selon les normes qui existaient avant. Donc 18 ans, 60 ans, c'est la population active. Mais la population active occupée هما الناس اللي خدامين من بين هاد الساكنه النشطه. عندنا 5 المليون في بلاد كسكان نشطين، شحال خدامين من هاد 5 المليون؟ واش 3 المليون؟ واش 3 ونص؟ واش 4؟ هي سكون ابيل نسبه العمال المأجورين اللي هما خدامين من بين هادوك السكان النشطين. 4 pays, combien ça représente les salariés parmi la population active. Donc en Grande-Bretagne, vous avez 80%, c'est-à-dire 80% من الطبقة النشطة خدامة. Et vous l'avez constaté, c'est le pourcentage le plus important. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je viens de l'expliquer dans la diapo précédente, la Grande-Bretagne était la première à connaître la révolution industrielle, donc son secteur il est plus performant, industriel plutôt, il est plus performant, donc il emploie beaucoup de gens. L'Allemagne, 63%, les États-Unis, 66%, donc la France, 60%. Donc ça représente, ça nous donne quand même une idée sur le changement qui a eu lieu durant la période de... Donc il y a eu un changement très important à la fin du 19e siècle, donc qui concerne principalement l'évolution sur le plan social et sur le plan syndical. Donc on connaît aujourd'hui qu'en France, tout le monde parle aujourd'hui du système social français, qui est quoi parmi les meilleurs au niveau de l'Europe. D'où est venue cette situation? Donc elle est venue donc de ce qui a eu lieu, des changements, des transformations qui ont eu lieu à la fin donc, du 19e et début du 20e siècle. Donc la France dispose donc d'un fort mouvement syndical, et là vous avez le nombre de syndicats depuis la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Et vous pouvez le constater, que ce soit le nombre de syndicats, donc il est en augmentation
très importante, que ce soit le nombre de grèves. Donc on a 1885, 221 syndicats, et le nombre de grèves, 10 grèves. Attention, le nombre de grèves, ça ne veut pas dire le nombre de jours de grève, non. Une grève, ça peut être une grève d'une journée ou de plusieurs jours, voire d'une semaine. Ça dépend du contexte social et du climat social qui existe entre la classe ouvrière et les patrons ou les porteurs de capitaux. Donc la même chose, en 1890, 5 ans après, regardez, on est passé de 221 à 2136 syndicats, ce qui est énorme. Et on a passé 20 ans après à 5260 syndicats. Donc la tendance que nous avons vue ici, c'est-à-dire l'augmentation fléchée, on va la trouver également là. On est passé de 10 grèves en 1885 à 405 grèves en 1890 à 1502 grèves en 1910. Donc c'est un changement important qui a eu lieu durant cette période de fin du 19e, début du 20e. Résultat. Résultat de quoi? Résultat de ce changement en ce qui concerne les forces et le poids qui existent entre les mains, que ce soit de la population ouvrière, que ce soit chez les patrons. Donc, ce mouvement syndical a donné naissance à une amélioration des conditions de vie des classes ouvrières. Attention, il faut bien faire attention entre la différence entre les conditions de vie et le niveau de vie. ظروف العيش ومستوى العيش. ظروف العيش وبجوجهم تحدثنا عليهم في السداسي الأول عندما تحدثنا عن معايير التصنيف التي اعتمدها البنك الدولي واعتمدتها مؤسسة أو هيئة الأمم المتحدة. Deux choses qui sont très différentes. Le niveau de vie, il faut allusion à quelque chose, les conditions de vie à autre. Donc, quels sont les aspects de cette amélioration de conditions de vie? شنو هما مظاهر تحسين وضعية أو ظروف العيش تاع الساكنة المأجورة أو الطبقة المأجورة أو الطبقة العمالية. L'augmentation des salaires. Donc les salaires nominaux ont augmenté de 50 à 60% entre 1870 et 1914, ce qui est énorme, une augmentation de 50 à 60%, c'est énorme. La limitation de durée de travail journalier, c'est-à-dire ils ont décroché de travailler 12 heures par jour. Donc il faut imaginer qu'ils travaillaient 14-16 heures par jour, ce qui est énorme. Ils ont réussi à avoir une journée de repos par semaine. Donc ils ne travaillaient que 6 jours sur 7. Cela veut dire qu'ils travaillaient 7 jours sur 7. Et tout ça, ça nous donne des idées sur ce que nous avons dit tout à l'heure, sur l'exploitation abusive, l'istiglal, le fadi' al-tabaqa al-majura. La généralisation du repos hebdomadaire dans la plupart des pays européens, c'est-à-dire le week-end. L'institution du régime d'assurance contre les maladies, les accidents de travail et la vieillesse. L'institution du régime d'assurance maladie pour les accidents de travail et ainsi de suite. Tout cela a conduit à l'augmentation des dépenses des capitalistes et à la baisse des taux de profit. Je vous rappelle qu'on parle du taux de profit, comment le taux de profit est considéré comme une cause historique de l'impérialisme. Donc d'où il est venu cette baisse du taux de profit? Il est venu en partie de ce que la population ouvrière a décroché en sa faveur. C'est-à-dire que les capitalistes, les patrons, ils payent aussi beaucoup de choses
pour que les ouvriers bénéficient donc de ces droits dont on a parlé il y a quelques instants. إذن ما هي النتائج التي حصلت عليها الطبقة العاملة بفضل التغيرات التي همت الميدان الاجتماعي والتحولات الاجتماعية اللي عرفها النصف الثاني من القرن التاسع عشر وخاصة نهاية القرن التاسع عشر؟ أهم شيء هو تحسين ظروف عيش الطبقة العاملة. يعني كل الأشياء الإيجابية التي تنعم بها الطبقة العاملة حاليا تترجع لهذه المرحلة ديال نهاية القرن التاسع عشر. إذا مظاهر تحسين ظروف عيش الطبقة العاملة الرفع من أجور الطبقة العاملة، حيث ارتفعت الأجور الإسمية للعمال من 50 إلى 60% في أغلب الدول الرأسمالية بين 1870 و 1914. تخفيض وقت العمل اليومي إلى 12 ساعة بعدما كان يتجاوز ذلك بكثير. Ce qui est considéré, donc aujourd'hui la plupart travaillent 8 heures, mais déjà décrocher le travail de 12 heures sur les 24, ça a été déjà un avantage pour cette population ouvrière. تعميم الراحة الأسبوعية. يوم راحة في الأسبوع, c'est-à-dire qu'il ne travaille plus 7 jours sur 7, mais il travaille 6 jours sur 7. إذا عوض الخدمة المستمرة 7 أيام على 7 أيام ولاو تيخدموا 6 على 7، يعني حصلوا على يوم راحة في الأسبوع بعدما كانوا يعملون كل أيام الأسبوع. من بين النتائج ظهور نظام التأمين، لو سيستيم داسيغونس، ضد الأمراض وحوادث الشغل والشيخوخة، وقد نتج عن تحسين ظروف عمل وعيش المأجورين. هذه الاستفادة من هذه الأمور أشنو عطت كنتيجة بالنسبة للحاملين الرسامين لي باترون؟ ارتفاع نفقات الرأسماليين مما أدى إلى تقليص معدلات الربح لديهم. إذا في هذه التحاليل التي تم تقديمها حول هذا العنصر الأول، السبب التاريخي الأول للإمبريالية، عندنا مجموعة من التعابير ومجموعة من المصطلحات ومجموعة من المفاهيم. إذا كما جرت العادة غنعاودو نقدموهم بالعربية وبالفرنسية. دونك لو كونتكست هيستوريك، السياق التاريخي، لا ريفوليسيون اندستريال، الثورة الصناعية، l'imperيalisme الإمبريالية، la colonisation الاستعمار. Faites attention, on a déjà parlé lors de la dernière séance des conférences dans l'amphithéâtre de la différence entre la colonisation et le colonialisme. Nous allons y revenir après dans une séance à venir. L'exportation, on a parlé que de l'exportation du capitalisme, la dépendance commerciale, la dépendance technologique, la dépendance alimentaire, la dépendance financière, là encore, j'attire votre attention sur le mot dépendance, qui est différent de l'indépendance. Beaucoup font cette confusion. La dépendance taba'iyya, l'indépendance al-istiqlal, comme nous l'avons déjà étudié dans le semestre 1. Le profit économique, ribh al-iqtisadi, les taux de profit, mu'addalat al-ribh, la population active, sakina nashita, la classe ouvrière, tabaqa al-amila. Les rapports de force, on a parlé des rapports de force entre la population ouvrière et les capitalistes, donc mawazin al-qiwa, les syndicats al-naqabat ou al-mu'assasat al-naqabiyya, les grèves, al-idrabat, les conditions de vie, d'Europe al-aish, les salaires, al-ujur, le travail journalier, al-amal al-yawmi, le congé hebdomadaire, tabaqa al-utla afwan al-usbu'iyya, le régime d'assurance, nidam ta'min, les accidents de travail, hawadith shoghl, les dépenses, le masarif, la vieillesse, sheikhoukha, les salariés, al-ujara. Donc voilà, on termine l'axe
1, c'est-à-dire le facteur historique 1 de l'impérialisme. Donc on s'arrête sur ce point.